BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, en ce mercredi 9 juillet 2025, toujours un plaisir sincèrement que de vous retrouver. Bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. On est en direct, vous le savez, jusqu'à 21h30, comme chaque soir du lundi au jeudi, pour plonger la tête la première dans l'actu tech, avant-dernière émission de la saison. Demain, ce sera Fred Simotel à cette même place. Et puis après, tout au long de l'été, les meilleurs moments de Tech Co vous attendent. Tech Co qui, vous le savez, est en direct à la radio, à la télé, comme chaque soir. Les replays et les podcasts. Et puis la nouveauté, c'est que dorénavant, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de Tech Co. Le replay de Tech Co en intégralité, donc sur YouTube. Au sommaire, ce soir, dans Tech Co, eh bien, on va parler des grandes manœuvres chez Apple, puisque le numéro 2 s'en va. Pourquoi ? Eh bien, on va essayer de comprendre tout ça. Il s'agit de Jeff Williams. Autre personnalité qui quitte une société aussi emblématique, X, c'est Linda Yaccarino, directrice générale de X, qui s'en va, peut-être pour des considérations différentes. Est-ce qu'Elon Musk est dans le coup ? On verra ça aussi. Et puis tout à l'heure, on découvrira, ils viennent juste de sortir les nouveaux Samsung pliants, les Fold 7, à la fois le Fold mais aussi le Flip, tout ça avec le patron de la branche mobile France de Samsung, François Hernandez. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ce soir. Un grand merci d'être là. C'est parti pour Tech Co. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Un bon débrief de l'actu tech en ce mercredi soir avec ce soir sur le plateau de Tech Co, Yves Maître. Salut Yves. Bonsoir. Yves Maître, operating partner chez Jolt Capital, ancien président de HTC et qui a, j'allais dire, éclusé pas mal de boîtes tech dans ta longue carrière, mon cher Yves. Merci d'être là. C'est gentil, merci à vous. À tes côtés, Enguerrand Renaud qui est là. Salut Enguerrand. Salut François. Ancien journaliste à la fois au Figaro, mais aussi aux Échos, ça c'était il y a un petit peu plus longtemps. Il y a longtemps, oui. Et aujourd'hui, consultant chez Image 7. Et Frédéric Simotel, bien évidemment, qu'on ne présente plus. Ça va mon Fred ? Salut François, bonsoir à tous. Tu es prêt pour fermer les rideaux demain de Tech Co ? Ah oui, demain, oui. Tu ranges tout, hein ? Et je nettoie, tu ranges les meubles, tu fais la lumière, etc. Avec Léa, on va s'occuper de tout. Tu mets l'alarme, on ne sait jamais, hein ? On n'est jamais trop prudent pendant les vacances. On branche les caméras connectées pour voir les caméras. Cela dit, en termes de caméras, ici, on est plutôt bien servi. Oui, oui. Il n'y a pas trop de soucis. Alors, dans l'actualité tech, messieurs, pas mal de choses. Hein. Là, ça se bouscule. Durant ces dernières 24 heures, on pensait qu'on allait tranquillement finir la saison. Eh bien non. On avait préparé nos coups de cœur et nos coups de griffe de l'année. Mais finalement, l'actualité nous rattrape, les amis. Et dans un instant, on va évoquer le départ de Linda Yaccarino, qui était à la tête de X depuis 2 ans. Mais on va débuter par un autre départ. Un départ à la retraite d'une personnalité hyper importante chez Apple. C'était le COO, le Chief Operating Officer, qui est véritablement le bras droit de Tim Cook. Il s'agit de Jeff Williams, qui était le directeur donc des opérations, qui, je le disais, vient d'annoncer son départ à la retraite. Léa Benaïm nous dresse son portrait et juste après, on revient bien sûr. C'était pourtant l'héritier naturel, même génération, même profil business, même discrétion. Jeff Williams occupait d'ailleurs l'ancien poste de Tim Cook, directeur des opérations, un rôle clé chez Apple depuis 2015. À son actif, l'introduction de produits phares comme l'iPod, l'iPhone ou l'Apple Watch, ainsi que la stratégie santé d'Apple qui figure aujourd'hui parmi les priorités de l'entreprise. Mais à 62 ans, Jeff Williams tourne la page. Il quittera Apple d'ici la fin de l'année après plus de 25 ans de maison. Un départ qui rebat les cartes de la succession. Sabi Khan, un fidèle de la maison, jusque-là en charge des opérations, prend sa place, mais sans être présenté comme un successeur direct. Ce départ tombe à un moment sensible. Apple, bousculé par la concurrence, peine à s'imposer dans la course à l'intelligence artificielle. Et dans cette période de flottement stratégique, la stabilité du haut management devient plus que jamais un enjeu majeur.
Voilà, écoutez, un départ chez Apple. Alors évidemment, on pourrait fantasmer sur un départ précipité, mais bon, ce bon Jeff Williams, 27 ans de boîte, il a 62 ans, il est richissime à dizaines, voire centaines de millions de dollars avec toutes les actions qu'il a. Il a bien raison, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça? Yves, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense. J'aime bien semer un peu le trouble. Ouais, je vois. Non, Les raisons secrètes. Les raisons secrètes. Voilà. Raconte-nous tout. Non. Tu l'as rencontré une fois, tu m'as dit. Moi, je l'ai vu qu'une fois. Ouais. Autant Tim, je l'avais vu plusieurs fois parce que c'était lui qui négociait quand il y avait Steve Jobs. Donc on travaillait vraiment ensemble. À l'époque où tu étais chez Orange. Voilà. Et lui reportait à Tim à ce moment-là. Ok. Et donc voilà. Donc non, je pense que il faut pas voir le diable où il y en a pas. C'est quelqu'un qui a 62 ans. Il faut se rendre compte que des positions comme ça, c'est épuisant. Moi, je lui tire mon chapeau parce que ce qu'il a fait, le lancement de l'iPhone, c'est lui qui a géré tout l'iPhone. Il n'y a pas eu de problème de qualité majeur, il n'y a pas eu de problème de cyber security majeur. C'est la montée en puissance hyper rapide dans autant de pays en même temps. C'est quoi son job à ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait... Operating. Il fait que tout tourne bien et qu'il n'y ait pas de problème. Il fait qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Toutes les opérations. Voilà. Donc tout ce qui est usine, tout ce qui est gamme produit, tout ce qui est qualité, tout ce qui est software, tout ça. Ce qu'il n'a pas, c'est plus simple, il n'a pas les ressources humaines, il n'a pas la finance, il n'a pas le commerce, il n'a pas le marketing. Marketing, c'était Phil Schiller, etc. Mais tout le reste, c'est lui. Donc ils ont des jobs tuants qui sont, qui sont très prenants. Et c'est pas anormal qu'à 62 ans, on se dise, voilà. Alors maintenant, pourquoi cette période-là et pas 6 mois avant ou 6 mois après? Cette période-là, c'est parce qu'on rentre en septembre dans la période des budgets. Et donc, il faut préparer les budgets. Et donc, normalement, on met l'équipe qui va faire la saison suivante, quoi. C'est-à-dire, l'équipe qui va faire 2026, on la met pour faire les entraînements, pour se préparer au match, quoi. C'est tout à fait logique. C'est la période des changements parce qu'on rentre dans la période budgétaire et celui qui va définir son budget, c'est lui qui va devoir le mener à bout sur les 2026. Donc, tout ça est complètement logique. Voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas forcément... Les difficultés, par exemple, d'intelligence artificielle d'Apple, la réglementation qui est parfois pas tendre, hein, avec Apple notamment en Europe, et on voit que dans certains autres pays, ça commence à être compliqué. C'est pas ça qui l'a enquiquiné à Jeff Williams. En tout cas, c'est pas ça qui aurait pu le précipiter vers la sortie, à ton avis. Je pense que c'est vrai qu'ils ont un challenge énorme devant lui. Donc, quand on a ces fonctions-là, on se dit, voilà, il y a la nouvelle étape. Okay, est-ce que je me sens d'y aller? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que je me sens d'y aller? Et on a tout le droit de dire, non, j'ai pas envie de jouer le match de trop, j'ai pas envie de faire... Mais voilà, je pense que c'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui se dit, il y a un changement de période, il va falloir qu'il y ait un changement de génération aussi. Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? J'ai 62 ans, est-ce que c'est la bonne chose à faire pour moi? Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour l'entreprise? Et après, je dirais, il se fait sa propre réponse. Bien sûr, il en discute avec le conseil d'administration, j'imagine, avec Tim, forcément. Et puis, il prend sa décision. Mais c'est aussi en ligne avec Tim qui a dit qu'il allait bientôt prendre sa retraite, sans donner de date. Donc, tout ça est assez... c'est pas forcément une surprise. Je pense que ce que tu dis, Yves, c'est la question centrale. C'est la fin d'une génération. On l'a vu, Tim, ils avaient le même âge, hein, Tim Cook a 64 ans, lui il en a 62, donc le présenter comme un successeur, c'est assez difficile parce qu'il allait pas lui. Il faut du 109. Voilà, il faut du 109. C'est la fin d'une génération. Les Phil Schiller, les Jonathan Ive. Tout ça, ils partent, ou ils sont partis, ou ils sont en instance de partir. C'est la fin d'une génération et c'est le début. Génération Steve Jobs. Voilà, c'est la génération Steve Jobs qui ont très bien marché jusqu'à là. Il y a quasiment un parcours sans faute. Et puis là, il y a des interrogations. Ce que tu disais, l'IA, ils sont pas au top. Ils sont pas au top dans l'innovation. Et donc, il faut du 109. Il faut passer une génération. Il faut que Tim Cook trouve un successeur qui ait 10, 15, 20 ans de moins que lui, qui soit suffisamment fort pour aborder les nouvelles questions pour Apple les 20 prochaines années. Et qu'il ait l'ADN, bien sûr. Et c'était manifestement pas ce que tu disais, un match de trop, mais tu ne repars pas pour 10 ans ou 15 ans. C'était pas possible.
Non, mais certainement qu'il ne repart pas pour 10 ans ou 15 ans, mais de la même façon que Tim Cook avait annoncé qu'il allait se retirer, lui, ça tombe un peu soudainement. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a dit il y a 6-8 mois, vous savez, moi je prépare mon successeur, voilà, ou qui laisse paraître une petite info dans la presse locale en disant tout ça. Moi, c'est un peu ça qui me... Je suis d'accord avec toi, sans doute, c'est le bon... Mais c'est pas lié au septembre, tout ce que tu dis très justement. Mais moi, c'est le timing de la communication. Tu vois, on aurait pu dire il y a un an, en disant, vous savez, moi, je vais encore faire un an. Et puis là, je suis en train de former mon successeur. Et moi, c'est ça. Et à un moment, on se pose quand même beaucoup de questions sur la capacité de Apple de rebondir. Alors, ça marche encore très bien. Hein. Les iPhones se vendent, ils ont les AirPods se vendent, ils ont leur service, ça marche du feu de Dieu. Mais voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent dans l'IA, dans cette future génération, l'entreprise, que va être Apple dans les 20 ans qui viennent. Et là, je trouve, alors je suis d'accord, ça ne se fera pas avec eux, mais c'est le côté, tu vois, quand tu dis la presse américaine, c'était quand même une surprise, quoi. Tu vois, personne disait, oui, bon, il prend certaines, mais on s'y attendait. Et c'est un peu ça, dans le timing du moment, qui pour moi, m'interpelle. Où tu as raison, c'est que le nouveau patron d'Apple, celui qui va remplacer Tim Cook, je pense que la personne aurait bien aimé avoir un Jeff Williams en dessous de lui. Et je pense que le conseil d'administration aurait aussi bien aimé dire, OK, on va mettre un jeune, quelqu'un de la nouvelle génération. Mais derrière, on a un airbag. Mais on a un airbag. On a quelqu'un de solide, pas quelque chose, excusez-moi. Après, quand t'es parti. Si dans ta tête, il est parti. Et là, en effet, ce pilier d'Apple, il s'en va. Et bon, il y a Phil Schiller aussi qui est parti. Donc, en effet, les fondations, voilà, il y a une génération, et il ne reste de cette génération, je ne vais pas dire, il y a Eddie Q, il reste Tim, forcément. Bon, alors, ça sous-entendrait peut-être que Tim Cook ne partirait pas aussi vite. Il récupère le design, tu as vu, il récupère en direct. Mais je trouve que, moi, c'est ça. Moi, à la limite, dans la période actuelle, encore une fois, j'aurais été Jeff Williams, j'ai dit, voilà, je vous annonce que je vais partir là, dans l'année qui vient. Je suis en train de préparer mon succès. Tu vois, faire ça... mais peut-être qu'il l'a fait en interne depuis un moment. Et on n'était pas au courant, tu vois. sais bien que la communication aujourd'hui, c'est essentiel, quoi. Non, mais je veux dire, à l'intérieur des entreprises comme ça, la gestion des dirigeants, elle est quand même extrêmement programmée. Et on ne peut pas dire que Apple invente comme ça et fait ça. Donc ils ont dû déjà programmer, spotter, voir qui allait partir, programmer et essayer de trouver d'éventuels remplaçants. Je n'imagine pas une seconde, surtout une boîte cotée comme ça et une des plus grosses boîtes cotées au monde, ne pas prévenir ce changement de génération. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est pas le départ. Ça fait partie de la gouvernance et donc de la valeur. C'est la suite. Non, c'est pourquoi Tim Cook reprend tout le design en direct. Ouais. Ça, je veux dire, Tim Cook, il y a des tas de qualités. S'il reprend le design, c'est une qualité qu'on ne lui connaissait pas. On va dire les choses comme ça. Donc, ça, c'est pour moi très, très étonnant. Je ne m'attendais pas à ce que Tim Cook dise cette partie-là, je me la rattache en direct. Et pas avec quelqu'un qui va me reporter. C'est moi qui prends cette place. Je ne pense pas que ce soit Tim Cook qui reprend le design. Hein. Moi, c'est pas ce que j'ai lu. Ah, okay, j'ai cru comprendre qu'en fait, Jeff Williams restait jusqu'à la fin de l'année et reprenait le design avant de quitter véritablement l'entreprise. Moi, j'ai lu Tim Cook j'ai lu un truc, c'était Tim Cook qui reprenait le design en direct. Alors, il y a peut-être plusieurs sources qui sont contradictoires. Ouais, enfin, bref. Avoir information à valider, parce que si toutefois Tim Cook reprend le design en direct, moi, ça m'a un peu étonné, mais bon. En revanche, quand on regarde un petit peu l'organigramme d'Apple, il y a un gars qui ressort quand même, qui a une 50aine d'années, qui est l'actuel vice-président de l'ingénierie matérielle et qui est un peu le chouchou de Tim Cook et qui serait bankable pour peut-être le remplacer un jour. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'agit de John Ternus, qu'on voit de temps en temps lors des keynotes, etc., qui a donc... Voilà, alors il n'a pas 20 ans de moins, mais il a 12 ans de moins ou 14 ans de moins que Tim Cook. Et visiblement, il baignerait dans l'ADN d'Apple et pourrait être un potentiel, on va dire, successeur de Tim Cook si Tim Cook décide un jour de partir. Je pense que Tim Cook, s'il décide de partir, ce sera après la prochaine élection présidentielle, non ? Parce que vous en pensez, mais est-ce que Tim Cook pourrait quitter le navire Apple dans les incertitudes politiques, économiques ? Après 2028 ? Je ne sais pas, je pense que oui, après 2028.
Ça me paraît bizarre de quitter comme ça moi, c'est surtout un navire. Je pense que là, ce qui est, et on le voit, et on en a parlé, là on fait un peu le bilan de l'année, on en a parlé tout au long de l'année. Apple n'est plus synonyme d'innovation. Apple court. Apple n'a pas résolu le problème de. Ouais, mais Apple vend toujours des centaines de millions d'iPhone, tu vois. On est d'accord. Ils vivent sur leur business et ils sont intouchables là-dessus. Mais il faut préparer. Et attendre 2028, moi, ça me paraît un peu long quand même. Hein. Moi, pour moi, il y a une entreprise qui a fait un travail extraordinaire, c'est Microsoft. Ah oui. Au moment du départ de Steve Ballmer, qui a remplacé par Satya Nadella, où on est passé de Windows à Azure. Cette transition-là, moi, je trouve que ça a été... c'est un exemple, c'est un modèle. Donc, je pense que Apple doit réussir une transition, entre guillemets, à la Microsoft. On lui souhaite. Ce sont des choses qui sont en effet travaillées longtemps à l'avance. Bon, maintenant, c'est des choses qui sont extraordinairement confidentielles, exceptionnellement confidentielles, et on peut passer des heures et des heures à se poser la question. Oui, mais tu sens quand même que là chez Apple, de la même façon que chez Microsoft, Satya Nadella n'avait pas le profil d'un Steve Ballmer, qui lui-même n'avait pas le profil de Bill Gates. Et là, tu sens que chez Apple, il faut... Alors, John Ternus peut être une option, mais on se demande là s'il ne faut pas quelqu'un qui soit... Alors, je ne sais pas s'il faut que ce soit de l'ADN d'Apple, mais qui pense vraiment différemment, quoi. Et là, je trouve que l'IA fait trop de transformations et qu'Apple, on a l'impression qu'ils sont un peu... Alors, c'est l'ancienne école. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Je pense qu'on en parlera, puisque c'est dans l'agenda avec Luxottica. On voit que Meta parie sur des lunettes. Okay Donc, eux se disent, l'après-téléphone, l'après-iPhone, ce sont des lunettes. Et puis, on voit qu'à OpenAI... parie sur un autre hardware dont ils n'ont pas parlé, mais ils ont dit que ce n'était pas des lunettes. Donc, ce qu'on voit, c'est que tout le monde sent qu'on va rentrer dans une période de transition où, à côté de son smartphone, on aura un autre objet ou des autres objets qui vont être spécifiquement basés sur l'intelligence artificielle. Ça semble une certitude. Mais personne ne sait vraiment. On est à tâtons. Et je pense que Apple, en bon stratège, est plutôt dans une position d'attente. Okay, il a plein de technologies trop faible sur l'AI, mais il se met dans une position d'attente. Et je pense que quand le marché va commencer à aller dans une direction plutôt qu'une autre, là, on va avoir toute la machine. Et à ce moment-là, il faudra trouver les bonnes personnes par rapport à la direction. Il y a juste voulue. ce souci-là, c'est les bonnes personnes, tu viens de le dire, parce que l'IA, on le sait, c'est des calculs, des données, enfin, il y a toute cette partie-là. Et il y a beaucoup de la partie compétence. On le voit aujourd'hui, Mark Zuckerberg, qui dépense des millions pour recruter les meilleurs. Apple n'est pas réputé pour être celui qui paye le mieux par rapport aux autres. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que attirer les talents qui vont faire les 20 ou les 10 ou 20 prochaines années d'Apple, ça paraît un peu compliqué. Alors, peut-être qu'il y a effectivement les talents en interne qui vont monter, mais est-ce qu'ils auront envie de bouger la boîte en disant tiens, tout d'un coup il faut aller vers là en prenant des risques, ou alors est-ce qu'il faut des gens extérieurs? Mais les gens extérieurs, ils sont aujourd'hui, ils sont dans des startups, des Scale AI et des gens comme ça. Et tu veux dire qu'ils ne sont pas prêts à payer 100 millions pour avoir... Non, mais moi je suis en doute de me dire est-ce que j'arrive aujourd'hui chez Apple à attirer les talents de demain? Je ne suis pas sûr. C'est la question. Il y a deux questions dans ce que tu dis sous-jacentes, parce qu'il y a le talent. Okay, donc ça, on les connaît. Ouais. Et après, il y a la greffe. Est-ce que la greffe, elle va se faire ou pas? Et ça, quand vous êtes patron d'une boîte, c'est votre souci numéro un. Quand on dirige une entreprise et qu'on a des candidats qui viennent nous voir, la seule chose qu'on se pose en tête, c'est pas est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. Ça, c'est tous les process avant, s'il est en face de vous, c'est que vos équipes... Il a un potentiel. Vos équipes ont dit, il est bon. Et vous, la seule question que vous avez en tête, quand on est dans ces process, c'est est-ce qu'il va s'intégrer ou pas dans l'entreprise. Et vous sélectionnez la personne parce qu'il y a un fit personnel, mais surtout et d'abord en se disant le risque est énorme s'il ne s'intègre pas. À noter que c'est Sabi Khan qui va remplacer Jeff Williams, qui est responsable de la chaîne d'approvisionnement du groupe depuis 6 ans et qui veille à la qualité des produits, etc. Et qui était dans les équipes de Tim Cook. Tout à fait, voilà. Et qui est chez Apple depuis pas mal de temps. Autre départ, cette fois-ci plus curieux, fracassant,
communiqué laconique il y a 2 heures de cela. C'est arrivé, voilà, c'est arrivé très vite. C'est le départ de la patronne de X, Linda Yaccarino, qui dit après 2 années incroyables, patati patata, j'ai décidé de quitter mon poste de PDG de X. Je lui suis extrêmement reconnaissante. Elle parle d'Elon Musk, de m'avoir confié la responsabilité de protéger la liberté d'expression, de redresser l'entreprise et de faire de X l'application universelle. Elle est restée 2 ans. Franchement, c'est presque un... Moi, je la félicite, c'est un miracle. Parce que vivre au quotidien avec un Elon Musk qui ne dort pas... qui était moins là pendant un moment. Qui était moins là pendant un moment. Enfin, qui tweetait toutes les 30 secondes et qui continuait, et c'était ça la difficulté quand même du boulot de Linda Yaccarino, il continuait à insulter les annonceurs. Oui, parce qu'elle est venue là pour ça, pour créer ce lien. C'est une grande pubarde, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est une grande chef de pub. Mais c'est ce qu'on disait avec Yves, il faut lui tresser des lauriers, il faut lui remettre une couronne, parce que vivre avec Elon Musk pendant 2 ans, c'est comme vivre 20 ans avec un François Sorel, par exemple. Ou même 40. Ou 40, voilà. Moi, vous êtes très très simple. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a redressé la boîte. C'était les chiffres. Elle a donné des chiffres pour 2024. Souvenez-vous, quand elle était arrivée, tous les annonceurs étaient partis. Elon Musk avait viré tout le monde. Il n'y avait plus personne qui tenait X. Les chiffres 2024 sont hallucinants. Elle a réussi à faire un profit, un EBITDA, un profit avant amortissement de 1,7 milliard de 1,2 milliard de dollars pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars. C'est une rentabilité énorme. Donc, elle a quand même réussi, dans un environnement extrêmement compliqué, avec un patron qui est totalement dingue, à redresser la barre et à laisser un navire. Elle n'a pas stabilisé. Alors, elle a fait revenir quelques annonceurs. Le chiffre d'affaires a baissé par rapport à 2021. Je pense que c'était un peu le pompier de X pendant 2 ans. Quoi. Mais la rentabilité, Elon Musk qui mettait le feu partout, a doublé. Et elle était avec son extincteur derrière. En plus, elle n'avait pas totalement la main sur le truc, parce qu'il y a toujours Elon Musk qui dit « Non, ça tu le fais en jaune, allez, hop ». Allez. Et puis quand il a réintégré X à XAI, voilà, donc. Alors c'est là le deuxième chose, c'est-à-dire qu'elle avait X, c'est-à-dire dont le seul revenu et le seul modèle était un modèle publicitaire, donc elle était la femme de la situation. Et là, c'est ce qu'elle a dit dans son tweet, c'est-à-dire qu'elle salue l'idée d'Elon Musk de faire de X une everything app, c'est-à-dire mettre beaucoup de choses, mettre de l'intelligence artificielle, et donc quelque chose avec des sources de revenus différentes. Et là, effectivement, c'était peut-être plus elle qui devait manager tout ça. Steve. Pardon. Non, mais Fred. Alors en effet, moi je dis, ce qu'elle a fait, c'est juste incroyable. Qu'elle n'ait pas pété un câble avant et claqué la porte avant. Moi, déjà, rien que pour ça, c'est une belle légion d'honneur. Après, financièrement, elle a quand même fait un bon travail. Elle a nettoyé tous les faux comptes, etc., qui étaient dedans. Elle a quand même redonné une confiance aux annonceurs. Elle a quand même fait un bon job. Où elle a, on va dire, c'était probablement pas sa priorité, c'est que Elon avait demandé à ce que ça devienne une super app, un petit peu à la WhatsApp. Là, on en est vraiment loin. Ouais. Cela étant... Après, c'était pas de la tech, hein. Elle était là pour ramener les annonceurs. Oui, voilà, cela étant, on peut se dire... Alors là, ça, ce sont des faits. Après, je rentre dans les supputations. Pourquoi elle s'en va maintenant ? Alors, il y a quand même une chose qui est claire, c'est que Musk vient d'annoncer qu'il créait son parti politique. Et deuxièmement, Trump vient d'annoncer qu'il allait se le payer. Musk. OK ? Bon. Donc, j'imagine que Elon a lui dire, bon, je fais mon parti, ce serait bien que X soit au service de mon parti. Parce que, je veux dire, comme il n'a pas de base, il n'a rien. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un parti politique, j'en sais rien. Bien sûr. Là, c'est logique. Oui, là, c'est moi qui voilà. Ouais. Bon, voilà, on est là pour essayer de réfléchir. Avec ton flair et ton expérience, on va dire. Essayer de trouver des raisons plausibles. Donc, c'est vrai que si on se dit, tiens, X, un parti politique sans base, je veux dire, ça ne marche pas. C'est super compliqué d'être élu sans base. Il y a quelques exceptions, mais... Non, c'est des coups d'État. Bon, je ne pense pas qu'il aille faire un coup d'État. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de dire, là, je pense que Trump a dû mettre ses plus fins limiers en disant, lui, je veux sa peau.
Et lui, je veux sa peau. C'est pas lui personnellement, c'est ses entreprises. Donc j'imagine que des entreprises comme SpaceX, comme X, etc., doivent être sous le radar, mais alors millimétré, de l'administration américaine. Il y en a une qu'on oublie souvent, c'est ce Boring Company, parce qu'il est en train de creuser des tunnels un peu partout dans les grandes villes. Il est en train, tu sais que la société va valoriser 200 ou 400 milliards Boring Company, tu vois, en creusant ces tunnels. Pas forcément pour transporter des voitures, mais pour... Et donc je me mets à la place de cette brave dame qui doit se dire, ça fait 2 ans que je rame, et maintenant, il faut que, d'un côté, je l'aide à faire un parti, et de l'autre côté, j'ai l'administration qui pousse justement pour ne pas avoir de parti. Je vais être écartelé entre un Musk et un Trump. Waouh, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et j'imagine que cette dame, à un moment donné, elle s'est dit, tu sais quoi, c'est bon, ça suffit. J'arrête là, basta, j'ai fait un bon travail. J'aimerais bien un jour qu'elle fasse un bouquin. Ah oui, raconter les 2 années. Raconter les 2 années. 2 années à la tête de X. Avec Elon Musk qui te murmure à l'oreille, tu sais, comme ça. Ça doit être terrible. Je pense que j'ai pas vu encore un ex de l'entourage de Musk raconter ça, et les journalistes du FT là, qui avaient fait sa biographie. Effectivement, ils ont ramé pour faire parler. C'est-à-dire qu'il fait quand même assez peur. Mais là, c'est quand même. Enfin, si on regarde X aussi, c'est quand même. Je trouve que c'est quand même un sacré retour en arrière, même si la situation est un peu assainie. C'est retour, tu vois, à l'incertitude publicitaire, retour à. Est-ce que le pouvoir va être à nouveau recentralisé autour de Elon Musk? Tu vois, tout ce qui était la protection, enfin la mise en conformité, l'impact et la modération. On ne sait pas trop où ça va. On a quand même un flou sur la rentabilité. Donc je trouve qu'il y a... on a franchi un cap, on a un peu assaini tout ça, mais je trouve que là, soit il trouve un DG rapidement qui correspond, mais je trouve que pour X, là, je serai actionnaire de X, je serai un peu... mais ça a été retiré de la cote, donc en fait, il y a et si les chiffres qu'elle a donnés, c'est quand même... Alors, c'est extrêmement rentable. Elle a doublé la rentabilité depuis 2021. Alors, le chiffre d'affaires a baissé, puisque par définition, énormément... mais ils ont viré 75% des salariés. Énormément d'annonceurs ont viré. Mais comme ils ont viré 75%... Enfin, je ne sais même pas si c'est 75, je me doute. Et comme ils ont viré énormément de salariés, ça veut dire que la rentabilité... Ça veut dire que c'est devenu, si on regarde que les chiffres tels qu'ils nous ont été présentés par elle, c'est devenu une petite pépite extrêmement rentable. Mais ça reste tout petit, on est d'accord? Oui, ça reste tout petit. En fait, ça a une porte... Mais c'est une force influence. Et puis voilà, c'est Elon Musk aujourd'hui, là maintenant, il reprend en plus son parti politique, mais il dormait déjà pas, mais je sais pas comment il fait. C'est de faire comme dans Harry Potter, tu sais, pouvoir jouer plusieurs histoires en même temps. Elle peut jouer. Il a peut-être des sosies comme Poutine. Peut-être aussi. Tiens, Musk Poutine. Alors ça, c'est le nouveau duo qui tue. Messieurs, petite pause, 20h28. On va revenir dans un instant pour évoquer un autre gros titre d'actualité. C'est Meta qui investit 3 milliards et demi de dollars dans Essilor-Luxottica. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On va écouter les analyses de Yves, d'Enguerrand et de Fred juste après cette petite pause. Et puis, comme c'est l'avant-dernière de la saison, petit coup de cœur, coup de gueule en matière de tech, etc. pour terminer tranquillement jusqu'à 21h. Vous restez avec nous, bien évidemment. À tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, très bonne soirée avec nous sur BFM Business et merci de nous avoir choisis, merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Tous les soirs de 20h à 21h30, Tech & Co, la quotidienne, radio, télé, replay, podcast. Frédéric Simotel ce soir sur le plateau, Yves Maître et Enguerrand Renault. Après donc le départ à la retraite de Jeff Williams, après le départ tout court de Linda Yaccarino, on va parler d'investissement et de plusieurs milliards, 3 milliards et demi, que Meta va injecter dans Essilor-Luxottica. Et quand on suit l'actualité tech, on se dit, tiens, c'est logique, ça fait un moment que ça traînait en plus cette histoire-là. D'un côté, Meta, roi des réseaux sociaux, qui investit énormément dans l'intelligence artificielle. De l'autre côté, Essilor-Luxottica, spécialiste des lunettes,
à la fois les lunettes, mais les optiques, hein, qui est un acteur majeur dans ce milieu-là. Je crois que c'est d'ailleurs le numéro 1. Ah, c'est le numéro 1, oui, parce que... Eh bien voilà, ça veut dire que Meta et Essilor-Luxottica croient aux lunettes connectées. On est d'accord. Là, on en a la preuve sonnante et trébuchante, non, Enguerrand? Qu'est-ce que t'en penses? Faut relativiser. Oui, ils y croient parce que c'est un succès. Il y a eu beaucoup d'échecs, donc c'est le seul succès. Mais si on regarde les chiffres, les Ray-Ban Smart Glass, ils en ont vendu 2 millions depuis octobre 2023. Ils en avaient vendu 300 000 de la première génération. Ça fait au total 2,5 millions lunettes. Les smartphones, ils s'en vendent 1,7 milliard par an. Donc, on est encore... Ce que tu disais, peut-être qu'un jour, l'interface changera. Peut-être que ça ne sera plus le smartphone. Ça sera peut-être les lunettes. Mais entre 2,7 millions en 2 ans et 2,5 milliards de smartphones en 2 ans, il y a encore un gap. Donc, oui, c'est un succès, mais il faut quand même le relativiser. Yves, ton point de vue? Non, d'abord, c'est génial pour la France. Parce que Essilor... Et l'Italie. Oui, non, mais l'Italie, parce que c'est quand même l'Italie qui a bouffé Luxottica, hein, je te rappelle. Qui a bouffé Essilor. Ouais. Non, mais enfin bon, c'est vrai que le CEO de Essilor-Luxottica, c'est un Italien. Ouais. Mais quand même, je veux dire, bon, c'est 55 ans, on ne va pas se disputer pour savoir. Mais c'est un succès pour la France et l'Italie, c'est un succès pour l'Europe. Et on dit toujours, les Européens ne sont pas dans la tech. Voilà. Là, les Européens sont dans la tech et au cœur de la tech sur cette tech-là. Maintenant, oui, il n'y a que 2,5 millions, mais c'est pas si mal du tout, je trouve, 2,5 millions pendant 2 ans. Non, mais c'est vraiment la dernière année où il y a eu un ramp-up. C'est vrai. C'est le dernier modèle qui a explosé. Je crois que le premier a été un échec. C'était un flop. Oui. Ils en ont envoyé 300 000. Et après, pour Mark Zuckerberg, pour Meta, moi, je suis étonné parce que 3%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut, parce qu'on ne contrôle rien quand on a 3%. Il va monter à 5. Oui, il veut monter à 5. On ne contrôle rien non plus. On est d'accord. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y croit quand même. Ça veut dire qu'il montre aux investisseurs qu'il a une stratégie, qu'il y croit et qu'il met de l'argent. Mais peut-être qu'il veut gagner de l'influence aussi. Peut-être qu'avec 5%, tu peux gagner un peu d'influence. Et peut-être qu'il y a des accords où cette somme-là va aller dans la recherche et développement. Parce qu'il y a des moments, il faut beaucoup de recherche et développement. Et quand on voit les sommes qu'il faut mettre dans la recherche et développement dans le monde du consumer product et de l'intelligence artificielle, peut-être qu'Essilor-Luxottica a dit « Attendez les gars, moi je veux bien mettre de l'argent, mais il nous faut un accompagnement. Donc si je m'étends, tu m'étends. » Donc il y a peut-être eu un deal de cette nature-là, très positif, parce que ça voudrait dire qu'en face de ces 3 milliards, Essilor-Luxottica met aussi une somme non négligeable au regard de cette somme-là. Et donc ça veut dire qu'il y a plus de 3 milliards, très probablement, peut-être 5 ou 6, on peut envisager des choses comme ça, qui vont être mis dans la recherche et développement sur quelque chose de spécifique. Ce n'est pas au sens large. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, sur lesquelles il va falloir un peu de temps, parce que quand on met de l'argent tout de suite, on l'a dans quelques années, mais il y croit. Et la deuxième chose, c'est que Zuckerberg, on l'a bien vu, on en parlait la semaine dernière, un petit souci sur son intelligence artificielle, qui marche bien, mais qu'il n'arrive pas à monétiser. Il n'a jamais réussi à avoir son propre OS, il n'a jamais réussi à faire son smartphone, pourtant il avait essayé, je suis bien placé pour le savoir. Et donc il a toujours cette revanche du consumer product, c'est-à-dire d'avoir un produit. Et il est parti à un moment sur les casques de virtual reality, ce qui fait d'ailleurs que ça ne s'appelle plus Facebook, mais ça s'appelle Meta. C'est un échec. Donc là, il remet la barre à bâbord ou à tribord, en fonction de ce qu'on veut, et il la remet à fond. Et c'est un nouveau pari qu'il fait. Mais que ce soit lui, que ce soit OpenAI, comme on disait tout à l'heure, on sent qu'il y a une vague qui est en train de se faire en disant, à côté du smartphone, il faudra qu'il y ait des objets d'intelligence artificielle dédiés à l'intelligence artificielle. Mais pour moi, tu as raison sur plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, Mark Zuckerberg, il y a 2 choses qui le hantent. C'est de perdre le contact avec les utilisateurs.
Voilà, c'est comme il le fait aujourd'hui avec Facebook, Instagram et tout ça. À une époque, il pouvait racheter les entreprises comme Insta, comme WhatsApp. Aujourd'hui, il peut plus. Bon, il a mis de l'argent dans Scale AI, ou alors il va recruter des ingénieurs à prix d'or pour garder cette main sur cette IA, pour continuer à avoir ce lien, trouver comment garder un lien fort avec ses utilisateurs. Il a raté le virage du mobile, alors il n'a pas de device. Et effectivement, il voit les lunettes, il dit tiens, c'est peut-être un moyen d'avoir ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, alors, il faut savoir, pour la petite histoire, tout ça date de 2019. C'est les dirigeants de EssilorLuxottica qui, un jour, ont un appel de Mark Zuckerberg qui dit voilà, j'aimerais bien venir vous voir. Il est venu à Milan en famille. Il a rencontré les dirigeants d'EssilorLuxottica. Il leur a dit voilà, j'ai en tête, j'ai vu que vous réfléchissiez à faire des lunettes un peu plus intelligentes, audio, pour la vue et tout ça. Pourquoi on n'essaierait pas de mettre davantage de logiciels dans tout ça? Et donc le travail. Ils ont été séduits et le deal a été conclu. On peut imaginer, 2019, il y a 18 mois un peu compliqués avec le Covid pour continuer à avancer, mais en tout cas, ils ont avancé. Aujourd'hui, quand on parle des lunettes, le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore une capacité de production. Aujourd'hui, ils ont à peu près une capacité de production de 10 000 lunettes. Tu vois, pour entre les Ray-Ban, les Oakley et les lunettes auditives. Mais 10 000 par jour? Ou c'est quoi quand tu dis 10 000 pour arriver, oui, ça doit être ça, c'est 10 000 par jour, pour arriver aux 2 millions. Aux 2 millions et tout ça. Donc ils ont quand même une capacité de production encore un peu limitée parce qu'il faut de l'investissement, il faut pas mal de choses. Après, je pense que ce qui est intéressant, ce que regarde aussi, moi j'essaie de voir un peu aussi le coup d'après pour... Alors, encore une fois, il y a les histoires boursières aussi. Tu ne peux pas rentrer comme tu veux et dire tiens, je rachète. Mais bon, aujourd'hui, si leur Luxottica, ça peut valoir 100, 200 milliards. Est-ce que Mark Zuckerberg ne serait pas en train de se poser les questions derrière? Et si je me lançais dans la santé? Parce qu'aujourd'hui, EssilorLuxottica, ça devient une boîte de santé. C'est plus de l'optique, hein, c'est une medtech. Hein, ils font de l'optique, c'est de l'optique encore toujours. C'est de l'optique, mais ils font de l'audition. Ils commencent à avoir, ils ont tous les brevets autour des verres, correcteurs des verres, qui vont aller capter. Ils ont déjà des tests qu'ils font sur des verres qui vont capter dans le blanc de tes yeux pour voir si tu n'as pas du diabète. Des capteurs qui sont derrière sur les branches pour savoir si tu ne fais pas un malaise, si ton flux sanguin, ton oxygénation, etc., ou ton cerveau fonctionne bien. Enfin, tu vois, ils sont quand même en train de travailler là-dessus. Ils travaillent beaucoup sur tout ce qui est la myopie infantile. Équiper tous les enfants avec des lunettes myopie, des lunettes connectées, etc. Enfin, tu vois, ils ont plein d'équipements. Ils sont en train de travailler à installer des équipements chez tous les opticiens pour les accompagner dans une première visite, une pré-visite ou pour installer. Donc, je pense que là, il y a intérêt à regarder un peu ce que fait. Il met 3,5 millions pour voir. On verra la suite. Après, il faut savoir qu'ici, Luxottica, c'est un groupe familial. C'est le capitalisme italien. Tous les enfants sont tirés dessus une fois que le grand-père est mort. C'était un peu l'enfer. Francesco Milesi, il a réussi à tenir un peu tout ça. Ce sera un peu plus compliqué. C'est c'est une société européenne, un peu traditionnelle. Latine. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que à la fois pour les lunettes, mais le coup d'après, c'est se dire les gars, on a peut-être une boîte sur la medtech et être dans la santé, quand on voit ce que Apple fait, c'est peut-être aussi... Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que aussi Mark Zuckerberg s'achète le savoir-faire design d'une grande marque, un grand lunetier, finalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui achètent des Ray-Ban Meta. Pourquoi? Parce que c'est avant tout des Ray-Ban. Meta, finalement, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ils vont quand tu vas te montrer avec ces lunettes, les gens vont voir tout de suite que tu as des Ray-Ban. Et c'est ça qui est important. Je pense que pour Meta, le fait que les gens puissent s'associer à un produit reconnu, un peu qualitatif aussi, et rajouter de la tech dessus, ça c'est très important. Oui, mais tu vois, ils ont signé avec Oakley, ils vont commencer à signer avec les lunettes auditives, il y a d'autres marques. Mais tu vois, il aurait pu, il y a des lunetiers, il y en a des tonnes. C'est ce que font les autres. Mais là, il achète en fait une marque qui est reconnue par le grand public. Il a tiré les leçons de l'échec des premières Google Glass. Alors, déjà, la technologie était moins avancée, on est bien d'accord, mais enfin, c'était en 2018 ou 2017. Mais surtout, ils n'avaient pas pensé une seconde à faire des lunettes design. Donc, c'était moche. C'était comme... C'est ce que tu dis, tu sortais, on les avait essayés.
C'était très très moche. Alors que là, effectivement, regardez, elles sont très belles derrière. Ils ont plein de brevets hein, sur les verres, pour projeter des choses sur les verres et tout ça. Dernier point, il faut un réseau de distribution aussi. Hein. Oui, et il faut arrêter. Et ça, c'est important, parce que c'est pas le tout de faire des ventes. Ouais. Amazon, ça suffit pas là-dessus. Il faut des opticiens. Il faut que des gens les essayent, qu'il y ait des gens qui les là. Et Essilor, ils sont partout. Donc le réseau de distribution, il faut juste une fortune. Et mettre le doigt dans l'engrenage du réseau de distribution, c'est absolument essentiel. Parce que faire un produit, si tu ne peux pas l'acheter, ça ne sert à rien. Tiens, ça me fait penser qu'à partir de la rentrée 2025, dans Tech & Co, la quotidienne, une fois par mois, on s'accordera 20 minutes justement sur le futur des lunettes connectées avec Essilor Luxottica. On aura l'occasion d'en reparler, mais ça va être très intéressant. On recevra des ingénieurs, on recevra des startups qui gravitent dans cet univers de la lunette connectée. On essaiera de comprendre un peu le coup d'après. Ouais, où la concurrence s'annonce féroce. Hein, parce que c'est clair. Google et consorts n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà, ça sera... Et avec des lunetiers. Et les Chinois. Et bien sûr, et les Chinois, bien évidemment. Ça sera à la rentrée, donc, ce nouveau rendez-vous. Mais écoutez, il nous reste un petit quart d'heure. Vous savez quoi ? On va quand même se faire plaisir et se projeter sur chacun de vos coups de cœur et coups de gueule. Alors, en un quart d'heure, à mon avis, on n'aura pas le temps de tout faire. Très vite. Mais on va se faire quand même, on va commencer, parce qu'on est positif, par vos coups de cœur. Enguerrand, quel est ton coup de cœur pour cette saison qui se termine ? Oui, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler, les multiples rebondissements. C'est Sam Altman, le phénix de l'intelligence artificielle. Souviens-toi, en novembre, il est viré. Ouais. Il est récupéré. Il est ressuscité. Il est récupéré par les bretelles, par Satya Nadella, le patron de Microsoft. C'est les meilleurs amis du monde. Microsoft a émis 14 milliards. Et depuis, Sam Altman a une seule obsession, c'est-à-dire c'est être indépendant de Microsoft et transformer sa société qui est encore une société à but non lucratif en but lucratif. Donc il est allé chercher des investisseurs, SoftBank et des fonds du Golfe. Il a levé 40 milliards, mais tout ça c'est suspendu à une négociation avec Satya Nadella, son meilleur ami au mois de novembre, son pire ennemi, on est en juin-juillet. Donc il est capable de nous raconter des histoires assez incroyables tout au long de cette saison. Et donc, je le remercie. Voilà, Sam Altman. Avec maintenant, comme bras droit, une certaine Fujisimo, notre Frenchie. Voilà. Et ça, qui était passé par Meta et qui, après, a fait Instacart. Et donc, arrive là, dans les semaines qui viennent. Ce sera la numéro 2 d'OpenAI, Fujisimo. Yves, ton coup de cœur ? Non, mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire la même chose, parce qu'il a quand même fait un tour de magie en 12 mois. C'est juste incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le mec qui fait un salto avant, un salto arrière. Tous les chasseurs sont en train de le descendre, et il retombe sur les pattes et dit c'est moi qui queuve là. Il fait un deal avec les Japonais, avec SoftBank. Il se dispute avec Microsoft, où il devient un peu l'homme à abattre, alors que c'était l'homme que Microsoft a sauvé. Il s'associe avec Jonathan Ive, le designer d'Apple. Tu sais, le mec d'Apple. On a fait une étude sur les marques qui était sortie au moment de Vivatech. Là, on a fait avec un cabinet, le nom de cabinet m'échappe. Mais ChatGPT, c'est la 5e. Alors, la marque est plus connue, Apple. Ensuite, tu as du Samsung, tu as du Microsoft. Eh bien, dans les marques tech, ChatGPT est déjà au niveau de la population. Hein, le cabinet est à interroger la population française. ChatGPT est déjà 5e. Incroyable. Et puis après, il y a le dernier truc, c'est qu'il n'était pas pro-Trump et tout d'un coup, il se retrouve à avoir comme Trump comme meilleur ami. Donc je veux dire, Altman, qui en allemand veut dire l'homme âgé, il va vieillir plus vite que son ombre à cette vitesse-là, parce que ce qu'il fait, c'est juste, voilà, c'est quand même un prestidigitateur. Et moi, le deuxième coup de cœur, mais qui est toujours c'est l'infrastructure, parce que les sommes qui ont été annoncées pour faire l'infrastructure, que ce soit par Nvidia, dont le cours de bourse continue de monter, mais tout ce qui s'est fait et toute cette nouvelle tendance de faire des clouds dédiés à l'AI avec des gens comme Applied Digital, des gens comme CoreWeave, qui étaient juste inconnus il n'y a pas longtemps, qui sont valorisés. On dit bien que CoreWeave, c'est le truc qu'on n'a pas vu, enfin, que personne n'a vu venir, dont le fondateur est devenu milliardaire en 15 jours. Voilà. Ça, cette infrastructure AI, c'est aussi quelque chose qui est... alors l'infrastructure, c'est généralement des choses lentes qu'on voit, qu'on prévoit, etc. Là, tout d'un coup, même le monde de l'infrastructure est devenu, est parti
vais pas dire en vrille, mais en ébullition, avec des valos qui sont complètement dingues. Et donc, tout ce truc-là, c'est incroyable. C'est un spectacle, évidemment, ceux qui préfèrent la danse classique, ça va pas mal danser, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli à voir. Mais pour ceux qui aiment la tech, c'est juste. J'espère que c'est pas le bouquet final, mais c'est pas mal. Ouais. C'est passionnant. Moi, j'aurais quand même voté pour Jensen Huang comme gros coup de cœur quand même. Parce que ce gars-là, qu'on suit, nous, vieux routards de la tech depuis 30 ans, sur d'autres domaines, c'était le jeu vidéo. C'est ça qui est incroyable. De jeu, Et puis, ça n'a pas toujours été très simple pour Nvidia. Il y a eu de longues traversées du désert quand ils étaient au début spécialisés dans des chips pour les cartes graphiques de jeux vidéo, alors que tout le monde s'en foutait. C'était plutôt les consoles qui cartonnaient. Après, ils sont rentrés dans les consoles, mais il y a eu AMD qui est venu un petit peu leur... Les bitcoins. Les bitcoins, bien sûr. Et puis d'un coup, l'intelligence artificielle générative. Et là, aujourd'hui, on le disait, et Léa en parlera tout à l'heure dans le Tech Flash, 4 000 milliards de dollars de valorisation. Donc bravo à Jensen Huang, la classe quand même. Fred, ton coup de cœur. Coup de cœur, s'il fallait rester sur les personnalités, moi, ce serait Fujisimo, parce que je trouve que voilà. Mais on attend de voir ce qui va se passer chez OpenAI. C'est pour ça que c'est pas forcément mon coup de cœur de cette année. Et puis on attend de voir qu'ils viennent sur le plateau de Tech & Co pour nous en parler. Exactement. Il va falloir aller à 7. Alors moi, pas grave. Moi, mon coup de cœur, c'est pas forcément une personnalité, c'est la résilience des. Enfin, mon coup de cœur, ce que j'admire, c'est la résilience des Chinois, des ingénieurs chinois. Je trouve que là, on voit quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour un pays un pays continent, enfin tout ce qu'on veut, qui est quand même assez refermé sur lui-même. En plus, avec là, on essaie de les enfermer davantage, on ne leur fournit pas les composants, ils n'ont pas le droit d'acheter les composants, tout ça, mais je trouve que c'est un pays. Et avec tous les obstacles qu'on leur dresse, on dirait que ça les motive encore plus. On a un Microsoft aujourd'hui qui revendique d'avoir DeepSeek, de faire tourner DeepSeek sur Azure, et ils le disent aux entreprises. DeepSeek, c'est quand même chinois. Alors, bien sûr, il y a plein de choses un peu secrètes, choses qu'on ne sait pas, mais mine de rien, quand même, leur capacité d'innovation malgré toutes ces restrictions. L'ambition stratégique, c'est un plan national. On a un Xi Jinping qui dit, écoutez, parlez-moi, oui, on va mettre des barrages d'eau, enfin, on a l'énergie, c'est important. Ils sont en train de mettre des champs d'éoliennes partout, ils sont en train de... voilà, mais j'aime bien la planification. l'IA à fond. Là, ils régulent et ils structurent quand même leur secteur. Voilà. Et puis bon, quand tu plais pas, hop, on te met un petit peu en camp de redressement où tu vas prendre quelques vacances pendant quelques jours. Et tu reviens après, t'as le sourire. Les talents. On a retrouvé une citation de Tim Cook qui date d'il y a quelques années qui disait: mais si je suis en Chine, c'est pas parce que c'est forcément moins cher, c'est parce que là il y a des ingénieurs exceptionnels et en masse. Donc là, tu as cet aspect-là. Et puis, la résilience et les alternatives locales. On n'y arrive pas. Vous ne nous donnez pas les meilleures puces faites par... on va les bidouiller, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va les bidouiller, on va aller voir Huawei, on va voir ce qu'ils peuvent faire, on va aller voir... On va prendre une vieille imprimante ASML qu'on va booster, qu'on va trafiquer pour... C'est dingue, quand même. Alors, encore une fois, oui, c'est la Chine avec tout ce qu'on peut imaginer comme défaut, comme le système politique, etc. Mais enfin, je trouve que globalement, si on a ce regard tech, ce qu'ils font dans l'automobile, c'est complètement dingue. C'est dingue. Ils sont en train de balayer tout le monde, quoi. Enfin, c'est assez fou. Puis avec une direction claire. Moi, je serais un ingénieur chinois, je vois où on va. Et puis la robotique en Chine. C'est un truc, ils ont 20 ans d'avance sur nous. Enfin, peut-être pas 20 ans, mais 10 ans. C'est dingue. C'est vrai que... Et ça, tu le constates à chaque fois que tu y vas, Yves. Moi, c'est un pays que je connais bien. J'ai travaillé avec eux, je travaille toujours avec eux. J'ai dirigé une boîte taïwanaise. C'est la même culture, quelque part. Je veux dire, Chiang Kai-shek, c'était le président de la Chine et il est parti à Taïwan et c'est Mao Tse-tung qui lui a fait donner un coup de pied. Il n'aime pas les Japonais comme les autres. Voilà, pas les Coréens. Qu'importe. Non, les Taïwanais aiment bien les Japonais. Ouais. Ah oui Les Taïwanais aiment bien les Japonais. Oui, mais beaucoup. Enfin, c'est une autre discussion. Mais il y a des relations très, très étroites entre Taïwan et le Japon. Peut-être l'insularité. Entre autres. C'est les Coréens. Mais aussi, Taïwan a été colonisé par les Japonais, mais ça a été... C'est les Coréens qui n'aiment pas les Japonais. Mais ça a été colonisé de manière assez soft, alors que les Japonais ont colonisé la Corée de manière assez dure. Ouais, et la Chine aussi. Avec Taïwan, ils ont considéré que c'était la dernière île, donc qu'importe. Mais oui, ce que fait la Chine, tout d'un coup, en fait, la Chine avait préparé pendant le Covid, ils ont fermé les rideaux, ils ont fermé les portes, tout est fermé, ils ont continué à travailler. Ils n'étaient pas chez eux, bref, qu'importe.
Et puis tout d'un coup, à la fin du Covid, ils ouvrent les portes. Et là, ils ont refait tout l'intérieur. Ils ont refait tout l'intérieur. Et là, tout d'un coup, on se dit, waouh, quand même, comment vous avez fait et c'est vrai que c'est assez remarquable, en particulier dans l'automobile, je trouve encore plus que partout ailleurs. On en a déjà discuté, c'est assez impressionnant. C'est pas forcément surprenant, mais c'est assez impressionnant. Et je pense qu'on a vraiment raison d'être soucieux. Et c'est peut-être mon coup de gueule, si je puis me permettre, parce que je veux dire, je réfléchissais en préparant cette émission en me disant... Qu'est-ce qui t'agace ? Qu'est-ce qui m'énerve au fond voilà. Et je me dis, ma vraie frustration, c'est notre structure politique en Europe. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Et pas trop long. On a eu Nokia, on a eu Ericsson, on a eu Siemens au moment de l'Internet mobile. Alcatel. Et on n'y est pas arrivé. Tout s'est écroulé. Et puis pour finir, c'est Google, c'est Apple avec les iPhones et les Chinois. Alors on se dit, qu'est-ce qui a manqué ? Pas les ingénieurs, puisqu'on était numéro 1. Pas l'argent. Nokia était numéro 1 mondial. Ils avaient, je sais pas, 60-70% de part de marché. C'était dingue le fric qu'ils faisaient. Moi, j'allais en Finlande. C'était dingue. Et alors, on peut se dire, on a été myope. On n'a pas vu le coup d'après. Et comme on n'a pas vu le coup d'après, voilà, on s'est pris le mur, quoi. Aussi bien nous que les politiciens qui ont fait des fusions hasardeuses, etc., etc. Là, que ce soit dans l'automobile, là, c'est pas qu'on n'a pas vu le coup d'après, c'est nous qui avons décidé le coup d'après. Il faut aller vers l'électrique. C'est pas les Chinois, c'est nous qui avons dit en 2035 qu'il n'y en a plus. Donc, on sait ce qu'on fait quand même quand on prend une décision comme ça. Et quand on prend une décision comme ça, avant de la prendre, on se dit, pour gagner, il va falloir que je fasse ça, ça, ça et ça. Bon. Sur l'intelligence artificielle, au moment où OpenAI est sorti, sur ce plateau et ailleurs, on a tous dit, c'est la prochaine révolution. On a même dit, si je ne m'abuse, c'est la prochaine bombe atomique sur ce plateau-là. Il faut l'avoir. Nos politiciens ont réagi très vite. Et nous avons tous salué le fait que nos politiciens réagissent très vite. Ils se sont accaparés la chose. Dans les deux cas, ils n'ont pas réussi. Nos industriels travaillent, parce que Mistral travaille, parce que, etc., etc., on le voit bien. Mais la politique n'a pas réussi au niveau de l'Europe, je parle au niveau de... On n'a pas réussi. Et donc la question que je me pose fondamentalement, c'est soit on a les politiciens les plus bêtes du monde, c'est quand même pas une flatterie quand on voit ce qu'il peut y avoir aux États-Unis, par exemple, donc je ne le pense pas, ok ? Et donc ça veut dire que notre modèle politique n'est probablement pas adapté à la révolution qui est en train de se passer. Et ça me fait beaucoup plus souci. Voilà. Donc ça, c'est mon coup de gueule. C'est, messieurs les politiciens, si vous n'avez pas les bons outils, c'est votre boulot de vous mettre les bons outils en main. Ouais, et surtout se dépêcher parce que ça commence là vraiment à urger. Fred, dans un instant. Ouais. Non, moi, juste parce que c'est lié, moi, mon coup de gueule. Rapidement, lié, comme ça, on termine avec le coup de gueule d'Enguerrand. C'est lié à celui, très rapide, lié à celui d'Aïe, c'est qu'on n'écoute pas assez. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est une Europe inaudible au niveau de la tech. Et pourquoi ? On n'écoute pas assez les ingénieurs, on n'écoute pas assez les chercheurs, on n'écoute pas assez les entreprises. Et ça, c'est mon coup de gueule. On le fait un peu dans la défense, mais derrière, ça ne suit pas. Et voilà, pour moi, on doit. Aujourd'hui, l'innovation, elle vient des ingénieurs. Alors, il y a du marketing, tout ce qu'on veut derrière, du commercial. Mais aujourd'hui, c'est ça. Mon coup de gueule, c'est ça. Les ingénieurs, les chercheurs, les entreprises ne sont pas assez écoutés. On donne trop la parole aux politiques et voilà où on va. Ouais. Enguerrand, ton coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est une crainte. C'est une crainte pour les médias, pour la presse en particulier, qui se trouve confrontée face à ce qu'on appelle le Search AI. Donc, c'est le mélange de Perplexity, SearchGPT, tout le monde s'y est mis, et Google Overview, enfin, tout le monde s'y est mis, et OpenAI aussi. Et là, on voit qu'il y a vraiment, ils font des quand on fait un prompt, quand on pose une question, tous ces outils de Search AI te font une réponse absolument parfaite. Ils te donnent la possibilité de voir les sources, mais on le voit dans 95 à 97% des cas, les gens ne cliquent pas sur les sources de presse. Ils se contentent du résumé. Et résultat des courses, l'audience qui est renvoyée par les moteurs de recherche est en train de s'effondrer pour les médias aux États-Unis. Qui sont des vecteurs donc d'audience et de budget publicitaire. Des recettes publicitaires. Donc l'audience est en train de s'effondrer aux États-Unis. Ça va s'effondrer très vraisemblablement en Europe. Et donc, mon coup de gueule, c'est plus une inquiétude. J'ai un peu peur parce que pour produire de l'information
qui va nourrir ces outils, il faut quand même encore avoir des journalistes. Et les journalistes, il faut les payer. Donc, il faut retrouver des sources de revenus. Voilà. Écoutez-moi, il me reste 1 minute. Mon coup de gueule, c'est Elon Musk. Voilà. Qui est capable de faire le meilleur. Il t'a énervé, non, cette année? Enfin, franchement, on a vécu des moments compliqués, incompréhensibles. Et ce qu'il y a de dingue avec ce gars-là. C'est le coup de cœur l'année dernière. Et ben voilà. Non, mais c'est dingue. Et comme quoi, hein, tout est possible finalement. Ce gars-là qui est génial, qui est à la tête des entreprises les plus innovantes au monde, qui restera, son parcours restera gravé dans tous les livres d'histoire, s'il y a encore des livres d'histoire plus tard. Mais en tout cas, sa trace est déjà faite. Et qui, à côté de ça, fait des trucs incroyables, quoi. Il s'est complètement planté avec cette association en compagnie de Donald Trump dans le gouvernement américain. Ça a complètement dénaturé son image. Et voilà, je me dis, pourtant, ça, on l'a vu venir. Parfois, on peut faire des accidents, on ne le voit pas. Mais ça, c'était quand même assez visible et c'est bien dommage, je trouve. On termine là-dessus ? On termine là-dessus. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Fred ? Demain soir, pour faire la boutique, les coups de cœur, coups de griffe. Si l'actu n'est pas encore en train de bouger, parce que voilà. Et puis demain encore un joli Tech & Co, la quotidienne, qui vous attend sur BFM Business avec du beau monde. Demain, il y aura Christophe Onat, Didier Sens, Jean-Baptiste Kampf et Tristan Nito, dis donc. Et puis merci à toi de nous avoir accueillis tout au long de ces 6 mois. Tu plaisantes. Et on est reparti encore pour un tour. Évidemment, on se retrouvera à la rentrée, bien sûr. Vous restez avec nous, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble dans Tech & Co sur BFM Business avec les nouveaux smartphones pliants de chez Samsung, la série 7. On en parlera avec mon invité, le patron de la branche mobile de Samsung France. Et puis, juste après, on redécouvrira une start-up qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Lynx, qui investit dans la VR. Je ne sais pas si tu les connais, Yves. Voilà. Et Stan Larocque sera avec nous sur le plateau de Tech & Co dans un instant. Il est dromois aussi. Pardon ? Il est dromois. Il est dromois aussi. Oui. Et mon petit doigt me dit qu'il est en train de faire affaire avec Google et son masque de VR. Super content pour lui. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va nous en parler dans quelques instants. Voilà le sommaire. Et puis, dans 1 minute, juste après cette petite pause, ce sera Léa Benaïm pour le Tech Flash. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, dans un instant, vous saurez tout sur BFM Business dans Tech & Co, la quotidienne. Vous saurez tout des nouveaux smartphones Samsung pliants. La série 7, le Fold, le Flip et le FE aussi. On va en parler dans un instant avec mon invité. Mais auparavant, c'est le Tech Flash qu'il faut retenir de l'actu tech de ce mercredi soir. C'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, c'est fait. Nvidia a franchi aujourd'hui à 15h la barre symbolique des 4 000 milliards de dollars de valorisation, même si depuis elle est légèrement redescendue. Ça reste un record pour une entreprise cotée en bourse dont le cours a pris 955% en seulement 3 ans. Une progression fulgurante portée par l'explosion de l'IA générative. Et puis autre gros titre de la journée, c'est la démission de Linda Yaccarino, la directrice générale de X, qui avait rejoint Elon Musk il y a 2 ans. Une annonce faite directement sur le réseau social, mais sans préciser les raisons de son départ. Dans son tweet, Linda Yaccarino se dit reconnaissante envers Elon Musk et fière du travail réalisé. Et puis dans l'actualité, il y a un autre départ, c'est celui de Jeff Williams. Et oui, le numéro 2 d'Apple a annoncé ce matin prendre sa retraite après 27 ans de bons et loyaux services. Présenté comme l'héritier naturel de Tim Cook, ce départ rebat les cartes de la succession alors qu'Apple traverse une période sensible, bousculée par la concurrence. Le géant américain n'arrive toujours pas à s'imposer dans la course à l'intelligence artificielle. Également dans l'actualité, Meta monte au capital d'Essilor-Luxottica. Le groupe de Mark Zuckerberg a pris 3% de participation dans le leader franco-italien pour une valeur de 3,5 milliards de dollars. Les 2 entreprises sont déjà partenaires dans la vie à leur actif. Les Ray-Ban Meta qui sont un véritable succès et plus récemment les Meta Oakley, des lunettes connectées à destination des sportifs lancées il y a quelques semaines.
Et puis retour en France avec Mistral qui serait en pourparlers pour lever jusqu'à 1 milliard de dollars. Cette opération aurait pour objectif de financer Mistral Compute, ce nouveau service de cloud boosté à l'IA et surtout hébergé en France. Arthur Mensch, son fondateur, avait annoncé en grande pompe, c'était sur la scène de Vivatech, en présence d'Emmanuel Macron et Jensen Huang, le président d'NVIDIA. Et avant de terminer ce journal, Samsung vient de lever le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones pliants. On en parle dans un instant avec François Hernandez, le vice-président de Samsung Electronics France, qui sera votre invité, François, dans quelques minutes. Tout à fait. Mais on en a aussi parlé dans De quoi je me mail, votre rendez-vous tech du week-end qui sera disponible à partir de demain, midi, vendredi, en replay et en podcast. Et on écoute tout de suite un extrait. 2-3 ans que Samsung nous sort quasiment les mêmes téléphones année après année avec juste des évolutions dans les performances, dans l'appareil photo, etc. Là, on a enfin du nouveau. Je ne sais pas si Nicolas va être d'accord avec moi, mais personnellement, j'ai un peu l'impression que c'est la première vraie évolution depuis le Galaxy Fold 2, donc celui qui avait introduit le design au bord plat, celui qui avait rectifier les erreurs de lancement du premier Galaxy Fold. Là, on a des changements. Le premier sur le Z Fold 7, c'est la finesse. On est sur du 4,2 mm déplié. C'est tout simplement le téléphone Samsung le plus fin de l'histoire de Samsung, loin devant le S25 Edge, devant les anciens Z Fold. Okay. Et il faut quand même reconnaître quelque chose, les marques chinoises font plus fin. Elles sont légèrement en dessous chez Honor, chez Huawei, chez Oppo. Ça s'explique par une différence technologique qui est que Samsung, pour l'instant, se refuse toujours à utiliser les fameuses batteries en silicium carbone dont on parle depuis des mois. Voilà, et pour retrouver l'intégralité de ce De quoi je me mail, rendez-vous demain, non pas demain, ça sera vendredi dès midi, sur la chaîne YouTube de Tech & Co, en podcast audio, bien évidemment, et puis ce week-end, diffusion à la radio, à la télé, sur BFM Business. Tiens, on parlait de Samsung, on va y rester, on va rentrer dans le détail de ces nouveautés Samsung avec mon invité tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et oui, de nouveaux smartphones Samsung, c'est toujours un événement. Vous savez qu'il y a 2 rendez-vous importants dans l'année 1 pour Samsung. Début d'année avec la sortie des Galaxy, voilà, qui sont un peu les flagships de Samsung. Et puis, un petit peu plus tard dans l'année, au début de l'été, eh bien, ce sont les pliants. François Hernandez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de Samsung Electronics France. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur le plateau de Tech & Co. Pour découvrir en fait ces nouveaux mobiles que vous avez apportés sur le plateau, qui sont là, et qui, alors pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, vous savez que aujourd'hui il y a une course à la finesse, à la légèreté de ces smartphones pliants qui deviennent de plus en plus séduisants. Fini les briques des premières générations, hein. Voilà, on voit que l'innovation technologique est passée par là. Présentez-nous un petit peu ces nouveaux modèles. On est à la série 7. Exactement. Donc aujourd'hui on annonce nos 3 smartphones pliables, donc le Fold 7, le Flip 7 et le Flip 7 FE, et on annonce également des montres connectées, les Watch 8. On passe vraiment un cap, on est vraiment sur un tournant dans l'histoire, on est sur notre 7e génération de smartphones pliables. On passe un cap parce que nos ingénieurs ont travaillé énormément sur la miniaturisation du design et ça nous permet maintenant d'atteindre une finesse qu'on avait habituellement sur les smartphones normaux, de format habituel. Donc typiquement, si je prends le Fold 7 que j'ai dans la main, il est aussi fin qu'un Galaxy S25 Ultra, qui est le format standard. Il est plus léger et il a le même appareil photo. Donc en fait, tous les compromis qu'on devait faire par le passé quand on basculait sur des formats pliables, on n'a plus besoin de les faire. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? On a réussi, en fait, il y a eu des révolutions de miniaturisation qui font qu'aujourd'hui, tous ces composants électroniques prennent de moins en moins de place. C'est quoi la révolution là ? Sur le Fold 7 par exemple, on a travaillé sur plusieurs aspects. Un des aspects, ça a été la charnière. Il a fallu affiner énormément cette charnière. Pour ce faire, on a travaillé sur un nouveau dispositif de glissière en aluminium qui, quand elles prennent un choc, vont disperser l'énergie beaucoup plus facilement. Ça nous a permis de gagner beaucoup de millimètres. On a travaillé également sur l'écran. On l'a affiné de moitié et on l'a rendu plus robuste avec une feuille en titane qui permet de rendre le tout beaucoup plus robuste. Donc on a travaillé sur différents aspects pour gagner plus de 3 mm entre la version précédente et la version de cette année. Tout ça avec la batterie, bien évidemment, qui prend de la place parce que il faut qu'un téléphone comme ça ait pas mal d'autonomie. On a quelle autonomie avec ce type d'appareil aujourd'hui ? On peut faire quasiment 2 jours avec un appareil de ce type-là. Oui.
en usage, on va dire, traditionnel. Avec l'écran, avec les emails, etc. Vous en êtes, vous le disiez, à la 7e génération du téléphone pliant, en fait, Samsung. Vous avez été les premiers à vous lancer sur ce marché. En 2019. J'imagine que vous avez de plus en plus de retours. Quel est l'utilisateur type d'un téléphone qui se plie, finalement? Il est différent d'un utilisateur d'un téléphone normal? Il est différent. Après, on a différents profils. Les utilisateurs qui vont aller sur le Flip, qui est notre petit téléphone qui ferme comme un coquillage, qui est très compact, vont plutôt chercher le côté un peu statutaire, un peu waouh du format et surtout la compacité, parce que ça prend vraiment pas de place. Ceux qui vont basculer sur le Fold sont plutôt à la recherche de la productivité, parce qu'on peut ouvrir l'écran, on peut regarder des présentations, on peut travailler sur des fichiers Excel ou regarder des séries télé. Donc on est vraiment sur la recherche d'un format hybride entre le smartphone et la tablette. Très bien. Les ventes progressent de génération en génération. Aujourd'hui, c'est significatif, les ventes de pliants chez Samsung? Chez nous, c'est significatif. Ça pèse entre 15 et 20% de nos ventes premium en fonction des trimestres. Après, c'est vrai qu'on est un peu tout seul aujourd'hui sur le marché. On a à peu près 90% de part de marché sur la France. Mais l'idée, c'est de démocratiser, d'aller au-delà de ces 15 à 20%. Si on veut équilibrer, faire 50-50 entre les formats standards et les formats pliables, ça va passer par d'abord éliminer toutes les frictions qu'il pouvait y avoir, toutes les contraintes. Les gens ne voulaient pas de compromis en passant au pliable. Ça, c'est fait avec ces nouveaux designs. Et également, essayer d'aller chercher une audience plus large. Et là, on le fait avec le Flip 7 FE, qui va être positionné sous les 1 000 €, qui va nous permettre d'aller chercher des clients un peu plus mainstream. Vous disiez justement que vous aviez l'immense majorité des parts de marché, mais on voit que le marché, notamment chinois, se réveille dans le monde du smartphone pliant. Aujourd'hui, Honor, Oppo sortent des smartphones. Et Honor a annoncé le Magic V5, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est encore plus fin que le vôtre. Donc il y a une vraie course à la finesse aujourd'hui. Il va falloir compter avec ces nouveaux acteurs, non? De toute façon, de manière générale, dans notre industrie, il y a énormément de concurrence et ça a toujours stimulé l'innovation. C'est ce qui fait qu'en permanence, il y a des lancements et en permanence, on essaie de se renouveler. Donc c'est plutôt vu comme une bonne chose. L'essentiel, c'est d'essayer de pousser l'adoption par le grand public. Et donc ça, on y travaille tous. Ça révolutionne la manière de bosser, avoir un écran qui se plie comme ça. Parce que ouvert, ça ressemble à une petite tablette, finalement. Android, qui est le moteur en fait de vos téléphones, est compatible avec ça. Il y a un travail qui est fait avec Google, justement. Il y a un énorme travail qui est fait d'optimisation de tout un tas d'applications et même de systèmes d'exploitation pour ces formats-là. Mais en plus de ça, on porte maintenant notre expérience d'intelligence artificielle, Galaxy AI, spécifiquement sur ces formats-là, avec une véritable optimisation. Galaxy AI, pour rappel, c'est notre assistant intelligent qui va embarquer des agents d'intelligence artificielle qui, eux, vont pouvoir effectuer des tâches à notre place. Aujourd'hui, par exemple, avec Gemini de Google qu'on embarque, on va pouvoir parler en langage complètement naturel à son téléphone. Un exemple que je prends souvent, par exemple, si je veux faire une recette de cuisine, je vais demander à mon téléphone d'aller me chercher une vidéo sur YouTube, d'extraire les ingrédients, de les stocker dans mes notes et de partager ça avec Héloïse, ma fille, pour qu'elle aille faire des courses. Avec une seule phrase, je vais pouvoir le dire à mon téléphone. Alors qu'avant, c'était la galère. Exactement, il va le comprendre et il va effectuer toute la séquence d'actions de manière complètement autonome. Ça, c'est la révolution de cette année, mais cette fois-ci, on l'adapte au format pliable. Typiquement, si je fais de la retouche photo avec mon Fold, je vais pouvoir voir la photo avant, après, parce que comme l'écran est grand, je peux voir les deux. Si je veux parler à Gemini sur le Flip, je peux le tenir dans le creux de ma main, je n'ai pas besoin de le déplier. Gemini Live est disponible, je peux lui parler de manière assez simple et interagir avec l'intelligence artificielle et résoudre tous les problèmes de la vie quotidienne. Le seul petit bémol de ce genre d'appareil, c'est que ça coûte très cher. Rappelez-nous le prix du Z Fold 7 là, qui sort dans les Là, jours on va être à 2099 €. Ouais. Sur le Flip, on va être à 1199. Après, sur ces produits-là, qui sont le prix de Superphone haut de gamme, de manière générale, il y a la reprise mobile et on abonde systématiquement, plus les programmes de financement auxquels on participe. Et quand on va chez son opérateur préféré, on peut bénéficier de la subvention. En réalité, les prix sont de manière générale assez agressifs sur ce genre de produit. Aujourd'hui, si on va voir chez un opérateur ou chez un gros acteur de la distribution,
les prix sont très très agressifs. Avec justement, et vous faites un effort avec le Z Flip FE, qui se veut être un petit peu moins haut de gamme que le Z Flip normal, et qui permet aussi de faire baisser les prix. On est en dessous des 1 000 euros là, je crois. On est en dessous des 1 000 euros au début du cycle de vie. Donc au cours du cycle de vie, on pourra aller chercher une audience qui est beaucoup plus large. Oui, parce que les prix vont baisser. Exactement. Et puis avec toutes les mécaniques que l'on va mettre en place pour rendre les produits plus accessibles, je parlais du financement par exemple, ça permettra d'aller chercher une audience beaucoup plus large et beaucoup plus jeune. On le voit aussi avec les coloris qu'on met sur ce produit-là, ça permet d'aller élargir l'audience. Et puis vous avez annoncé aussi des montres, de nouvelles montres connectées, avec un tournant vers la santé qui est impressionnant chez Samsung. Aujourd'hui, ce sont des petites usines à monitorer notre santé, ces montres-là. On a un énorme focus sur tout ce qui est santé-bien-être, avec à chaque itération de montre de nouvelles métriques qui sont mesurées. Là, typiquement, sur toute la partie cardiovasculaire, on ajoute la charge vasculaire, donc la santé des artères et des veines est mesurée. Ça s'ajoute à ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire l'électrocardiogramme, la pression artérielle, la fréquence cardiaque. On est capable également de mesurer l'indice antioxydant, donc l'équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Et donc, ça va permettre de savoir si on est en bonne santé ou non. Plus on a d'antioxydants, en meilleure santé on est. Et puis derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des conseils pour essayer d'améliorer toutes ces métriques. Et donc, il y a un autre volet qu'on améliore énormément, c'est toute la partie coaching sportif. Si je veux me mettre à la course à pied, par exemple, je vais pouvoir faire un entraînement de 11 minutes, on va détecter mon niveau, et puis derrière, je vais avoir tout un programme pour améliorer. Et l'IA, bien évidemment, qui enchaîne là-dessus. Avec l'IA, effectivement. Merci beaucoup, François Hernandez. Ces produits sont disponibles là, dès maintenant ? Dès maintenant, en précommande, et puis très rapidement en magasin. Voilà, vous êtes le vice-président Samsung Electronics France. Merci d'être passé par Tech & Co. Merci, à bientôt. François, 21h15. Direction tout de suite la rédaction de Tech & Co avec Salomé. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Bonsoir Salomé Ferrari. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et ce n'est pas parce que Ikea, et on s'en souvient, on en avait parlé il y a quelques temps de cela, a arrêté sa collaboration avec Sonos, qu'ils arrêtent totalement en fait les enceintes connectées. Il faut savoir que le géant suédois vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle gamme, Salomé. C'est ça, je sais que tu es un grand fan d'audio et notamment de Sonos, mais tu l'as dit, on en a parlé, c'est définitivement fini, mais tu as de quoi te consoler avec la nouvelle gamme du coup d'enceintes connectées, 100% Ikea cette fois-ci. Alors l'entreprise vient de dévoiler sa toute nouvelle lampe haut-parleur Blomprax, difficile à prononcer. Comme tous les, comme d'habitude, tous les produits Ikea. C'est ça. En fait, c'est une enceinte avec une ampoule LED intégrée qui peut aussi diffuser de la musique en Bluetooth. Alors, elle sera disponible dès octobre pour une centaine d'euros. Et en parallèle, on peut aussi avoir donc, pour 40 euros des enceintes Bluetooth NatBat qui peuvent être connectées entre elles. Alors, je te le disais, environ 40-100 euros, c'est beaucoup moins cher que l'ancienne gamme Sonos Ikea parce qu'on se rappelle, si les modèles avaient été lancés pour environ une centaine d'euros, un petit peu moins, au final, ça a beaucoup augmenté jusqu'à des modèles qui pouvaient frôler les 200 euros. Donc pas de Sonos. Et pas forcément dans la cible des gens qui vont chez Ikea. C'est ça, exactement. Ils cherchent des produits un petit peu plus accessibles. Donc tu as compris, pas de Sonos, mais ils ont quand même un petit partenariat avec Spotify, parce que cette fois-ci, il va y avoir un tout nouveau bouton Spotify Tap. Alors, c'est quoi ce bouton Spotify Tap, Salomé ? Alors, en fait, c'est assez simple. D'un bouton, on va pouvoir lancer ses playlists, ses musiques via Spotify sans faire plusieurs manipulations. Ce bouton, d'ailleurs, tu l'as déjà vu parce que dès 2022, il était déjà sur l'enceinte extérieure Vapepi. Et tu l'as aussi déjà vu sur d'autres modèles parce que c'est pas la seule marque à proposer ce bouton puisqu'on a aussi Marshall, Bose, Sony ou encore Jabra. Donc là, pas besoin d'abonnement pour utiliser le bouton, il faut juste forcément un compte Spotify. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que Spotify devient un peu comme Netflix. C'est ça, Netflix intégré directement dans les appareils. Intégré dans le hardware. On se souvient des télécommandes où on voit toujours écrit Netflix ou Amazon, etc. Spotify copie. Et bien voilà. Merci beaucoup Salomé, journaliste à la rédaction de Tech & Co, Salomé Ferrari. Et tout de suite, on va parler de VR à la française avec notre petit génie français dans ce domaine-là. C'est Stan Larocque qui nous a rejoint dans Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Stan Larocque, bonsoir. Bonsoir. Fondateur et PDG de Lynx. Si vous ne connaissez pas Lynx, Lynx est une histoire incroyable que tu nous as racontée plusieurs fois ici dans Tech & Co. Passionné de VR, un jour tu t'es dit, tiens, je vais faire mon propre masque. Et là, tu es rentré dans une espèce de spirale de dingue. Tu as réussi à faire ton masque, non sans difficulté, parce que créer un masque en France, pas sans avoir les moyens d'un méta, c'est compliqué. Lever de l'argent, c'est compliqué. Où est-ce que tu en es dans ta vision
vision en fait de la VR, Stan? Est-ce que ça avance, Lynx? Bah écoute, l'histoire continue, la série Netflix continue, on est toujours là, ça fait 6 ans en fait maintenant, ça paraît un peu dingue, et donc on est... Rappelons l'âge que tu as. Là j'ai 31 ans. 31 ans, voilà. Donc tu as commencé à 25 ans à te dire, et voilà. C'est ça, en sortie d'école. Ça nous rajeunit pas. Mais je suis toujours là, toujours avec l'équipe qui grandit, et puis on a fait un premier casque qu'on a pu produire. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, on est au pire endroit au monde pour faire ce qu'on fait. Dans un métier, la VR et le hardware qui sont très particuliers, très difficiles. C'est la complexité d'un smartphone qu'on met sur la tête de quelqu'un d'autre. Cependant, là, on a eu un 2023-2024 très compliqué. On a fini par livrer les derniers casques. D'ailleurs, il y a la dernière centaine de casques du Lynx R1 qui part des locaux là, au mois de juillet. Et au moment où tout allait mal, en 2024, voilà, je me souviens, on s'était vu dans ces eaux-là. Ouais. On a cherché de l'argent. Évidemment, tout ça évidemment coûte très, on très n'a cher. pas trouvé. Ouais. Alors qu'on t'avait promis, on ne va pas rentrer dans les détails, mais monts et merveilles. Voilà, j'ai eu des coups très très durs avec des investisseurs voilà, de toutes sortes. Ouais. Peu importe, parce que maintenant, en fait, ça va beaucoup mieux. Coup de tonnerre, monsieur, mais les actionnaires avaient déjà commencé à rayer la ligne Lynx de leurs investissements. C'était presque fini. Et contre toute attente, on a signé un partenariat énorme, de plusieurs millions, avec énormément de ressources, avec Google, fin 2024. Et donc, ils ne sont pas pour autant, ils nous ont pas rachetés, ils ne sont même pas devenus actionnaires, c'est un partenariat. Et donc, on est, parce que, voilà, tu l'avais annoncé sur le plateau, vous l'avez couvert plusieurs fois, ils sont en train de travailler sur un truc qui s'appelle Android XR. Donc, ils ont un super OS, mais ils n'ont pas beaucoup de hardware, tu vois. Il y a un casque Samsung, ce casque Samsung, c'est un peu l'Arlésienne, quoi. Ça fait un an qu'on en parle. Ils n'en ont pas parlé à leur événement Unpack, là, aujourd'hui. Est-ce qu'il sortira d'ici la fin de l'année? On ne sait même pas, en fait. Alors, il va sortir. Il faut qu'il sorte. C'est comme le casque Apple, il faut qu'il sorte. Voilà, donc il va sortir. Alors après, ça va être probablement... c'est un peu public, mais c'est un casque très haut de gamme, très premium. C'est peut-être pas ce que les gens ont envie d'acheter ou de dépenser par rapport à la valeur que ça apporte. Nous, on est sur un type de produit complètement différent, avec un pricing complètement différent. Je ne peux pas trop en dévoiler encore, mais par contre, on est je vais en Asie donner les touches finales sur le device fin juillet. Et en décembre, lors d'un événement à New York, on va annoncer en fait notre V2. Et c'est incroyable, et ça sera avec Google. Et donc, c'est avec Google. On est un des premiers partenaires Android XR. C'est-à-dire qu'en fait, Google se sert de ton écrin technologique pour présenter Android XR. En fait, ils te payent pour ça. Au moment où tout allait mal, ils sont venus nous voir en disant, en fait, bonjour, vous êtes une des meilleures sociétés de conception de casques, on aimerait beaucoup travailler avec vous. Wow. Donc, j'en revenais pas. Et en fait, ils ont communiqué là-dessus. Hein. Vous pouvez chercher, c'est sur Internet. Nous, on n'a pas encore trop communiqué là-dessus, parce qu'on attend surtout notre casque pour le montrer et en être très fiers. Mais ils ont signé avec Samsung, ils ont signé avec Sony, ils ont signé avec Xreal, qui est une société chinoise qui fait des lunettes connectées, et ils ont signé avec Lynx. C'est incroyable. C'est quand même marrant. La classe. C'est la classe, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Après, ça reste toujours aussi dur, et puis les enjeux deviennent beaucoup plus... Ça t'ouvre des portes d'avoir ce partenariat avec Google? C'est énorme. Alors, pour concevoir ton futur casque, qui sort à la fin de l'année. Alors, je peux teaser un peu, mais en fait, par rapport aux gens qui ont regardé notre premier casque, le Lynx R1, on a des ressources beaucoup plus conséquentes pour la conception, et donc on a accès grâce à Google à des ressources financières qu'on n'avait pas forcément avant, donc ça me permet de bien staffer l'équipe et leur donner les ressources pour avancer. Mais on a des ressources industrielles et on a des équipes chez Google qui nous aident à trouver les bons composants, à sourcer le meilleur plastique, la meilleure batterie. Donc le produit là qu'on fait, il est spectaculaire, mais moi-même, à mon échelle, je suis ravi, je suis époustouflé par ce que les équipes font, et j'ai hâte, du coup, à la fin de l'année, de vous le montrer. C'est quoi la claque technologique qui arrive là? C'est parce que, évidemment, tout ça bouge perpétuellement, ça va très très vite. Qu'est-ce qui a le plus progressé, en fait, ces derniers mois, qui t'a le plus impressionné? C'est quoi? C'est l'optique? C'est quoi? Les displays, de manière générale, les écrans. Les écrans les écrans, parce qu'on est en lien avec TCL, BOE, Sharp, les gens qui fabriquent les dalles, en fait, que ce soit des télés ou des tout petits écrans que vous mettez dans vos montres ou les casques. On prend une claque et on sent que Apple Vision Pro l'avait montré avec un écran incroyable qui coûtait une
une fortune avec 4K, Sony. 4K par 4K par œil. C'est Sony, je crois. Hein. C'est Sony qui faisait cet écran. Il y a d'autres écrans un peu clones qui arrivent avec d'autres marques. Les prix baissent et la qualité ne fait que monter. Et donc, ce qui peut décevoir un peu dans la VR, c'est peut-être qu'on n'a pas encore la résolution de l'œil humain, qui manque à une certaine immersion. Et aussi bien dans l'optique que les displays, je suis très enthousiaste pour les prochaines générations de produits sur lesquels nous aussi on travaille du coup. Cela dit, Stan, est-ce que tu n'as pas misé sur le mauvais cheval ? Est-ce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui que finalement, le produit bankable, c'est la lunette connectée ? Alors, quand on voit ce qui se passe avec EssilorLuxottica, Meta qui investit 3 milliards, les Ray-Ban Meta qui se sont vendus comme des petits pains, on sait qu'Apple a des projets là-dessus, même Android XR sera compatible avec des lunettes connectées. Est-ce que ce n'est pas le produit qu'il faut peut-être créer, la paire de lunettes connectées, avec un écran qui apparaîtrait en surimpression, plutôt qu'un masque qui est malgré tout beaucoup plus, et on s'en rend compte, hein, enfin c'est très immersif, mais malgré tout, en société, c'est compliqué un masque. Alors, plusieurs choses. Déjà, on va se dire les choses. Quand tu sais faire un casque, c'est pas loin des mêmes technos dans les lunettes. Et nous, en R&D, en interne chez Lynx, on fait plus que regarder ce segment de lunettes. Voilà, je ne vais pas en dire plus ce soir, mais pour nous, c'est encore deux familles quand même très différentes. Les lunettes qui sont un succès commercial pour Meta et pour Essilor, en fait, c'est un succès commercial, c'est pas forcément un succès économique. Hein. Meta perd de l'argent encore à chaque lunette vendue. Donc, c'est encore... Ouais, mais ils en ont vendu 2 millions, tu vois. Ils en ont vendu 2 millions, mais c'est très bien, mais c'est comme leur casque. Le Quest 2, ils en ont vendu 15 millions. Ouais. Ils ont perdu de l'argent à chaque casque vendu. Donc, tu vois, c'est un peu un marché qui est créé, pas de toutes pièces, mais qui est encore un peu artificiel. Ça vient, c'est sûr. Ça va être un bon pari, ça va faire partie de notre quotidien. On voit les 2 premiers millions avec Meta Ray-Ban et puis Oakley et puis d'autres marques là, qui vont être annoncées dans pas trop longtemps. Mais pour nous, c'est encore des expériences différentes. Les lunettes actuellement n'ont même pas encore de display. C'est-à-dire que c'est une caméra, c'est une GoPro. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Je dirais l'écran dans le verre de la paire de lunettes, c'est une question de moi maintenant. Ça va arriver. Google, Apple, Meta en tête. Hein, avec Céleste, je crois. Le nom de code, c'est Céleste de la paire de lunettes qui devrait arriver très vite. Effectivement, il y a des choses qui se préparent. Cela étant, quand les displays seront dedans, les lunettes vont coûter un peu plus cher. Le marché va devoir trouver son offre. Nous, on attend un petit peu en tant que start-up. Déjà, on a notre super produit et on va bien le soigner. Et on est surtout en B2B. Et puis avec Google, on va essayer le B2C et puis on verra. Et en attendant, ces gros acteurs vont faire les investissements, vont faire les paris marketing et si tu veux, de déploiement en centaines de millions, voire même en milliards pour Meta. Et puis nous, on verra si on y va ensuite. Mais ce n'est pas à nous, petite start-up, de jeter là-dedans tout de suite. On va regarder un petit peu parce qu'on sait ce que ça coûte. Et avant de se faire plumer, on va regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce que les gros sont en train de faire actuellement. Ouais, parce qu'on voit que le Vision Pro, c'est pas un super succès, quoi. Alors, c'est pas un super succès, c'est clair. Mais à cause de quoi ? C'est à cause de son prix. Le device en lui-même est extraordinaire. Les casques, en fait, ont toute leur utilité, que ce soit pour le jeu vidéo, mais pour les applications professionnelles. Ils vont pas pour autant disparaître face aux lunettes. Alors peut-être qu'un jour ça va converger. Il y aura une convergence dans 10 ans peut-être. On sera tous les deux beaucoup plus vieux, je pense. Un petit peu. Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Ça va rester 2 familles encore. Ça va rester 2 familles. Donc nous, on regarde, on a une offre sur les casques. Et je suis d'accord avec toi, pour la société, ça reste encore une brique qu'on met devant les yeux. Tu vas pas voir quelqu'un dans la rue avec. Alors que des lunettes, quand elles ont plus de batterie, ça reste des lunettes. Et ça reste accepté depuis longtemps. Oui, c'est clair. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que, tu te portes bien, que Lynx se porte bien et qu'il y a un beau projet d'ici la fin de l'année. Ouais. Tu viendras nous en parler avant tout le monde. Ah bah bien sûr. Forcément. Ah bah bien sûr. Un produit français comme ça, oui, bien sûr. C'est clair. Et en tout cas, bravo pour ta résilience parce que on s'en rend compte, c'est pas facile de fabriquer du hardware en France et en Europe. Ouais. Merci beaucoup Stan. Stan Larocque, fondateur et PDG de Lynx. Pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne.
Je vous rappelle que Tech Co, la quotidienne, c'est en direct tous les soirs, du lundi au jeudi. Attention, à partir de jeudi, donc dès demain, on passe en mode vacances. Vous retrouverez les best-of tout au long de l'été. On reviendra le 25 août. Et aussi, vous pourrez retrouver tous les replays récents de Tech Co sur la chaîne YouTube de Tech Co. Pratique de pouvoir regarder Tech Co tranquillement, pourquoi pas sur sa télé connectée. Très belle soirée. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour Tech Co avec un nouvel horaire. Ça sera un petit peu plus tôt, mais on va vous en dire plus très très vite. En tout cas, on sera là. Bien sûr, on traitera de l'actualité tech tous les soirs et puis rendez-vous donc très très vite avec les best-of pour tout au long de cet été. Fred Timotel qui sera aux commandes dès demain. Bonne soirée à tous et bonnes vacances surtout, profitez-en bien. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.